Mesdames, Messieurs, je veux parler du pacte moralisation politique à l'échelle française et France-Afrique. Bon, avant de le présenter, je vais d'abord dire bravo à Monsieur François Bayrou. Vous savez qu'entre 2010 et 2012, je l'ai gavé sur Facebook de ce pacte. J'envoyais tout le temps ce pacte. Il était celui qui était branché parmi les hommes politiques. Chaque fois que je l'envoyais des informations sur Facebook. Donc chaque fois je répétais, je répétais, je répétais. Je pense que cela a été stocké dans sa mémoire, c'est-à-dire au niveau du système limbique, le cerveau de la formation de la mémoire. Mesdames, Messieurs, pour moi c'est un pas. Parce que je l'ai gavé plusieurs fois, je vous dis sincèrement. Et je suis allé même à la rue de Lille, quand il avait organisé des événements, je suis allé même discuter de cela. Donc, ça commence à pénétrer. Mesdames, Messieurs, donc, je vais ici parler d'abord du pacte, de ce pacte politique, de la moralisation de la vie politique à l'échelle française. Bon, parmi ce pacte, j'ai trois informations clés. Ça, c'est mes préoccupations clés de la moralisation. C'est que j'avais déjà présenté à François Bayrou dans les années 2010, 2011, 2012. Bon, le premier, c'était, dans ce pacte, il faut intégrer les notions de conflit d'intérêts. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est élu, maire, député, ministre, autre, et être aussi avocat d'affaires, ou un lobbyiste, ou faire partie d'un groupe de pression autre. Donc, on ne peut pas être au four au moulin, ou juge et avocat, ça ne colle pas. Donc, il faut traiter ces problématiques des conflits d'intérêts. Il y en a plein. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Parce que quand on est homme politique, on vient d'abord représenter le peuple. On a reçu un mandat. Donc, on vient représenter le peuple. Mais on ne vient pas travailler d'un côté pour le peuple et d'un côté pour les intérêts particuliers. Non, ça ne colle pas. Donc, le problème des conflits d'intérêts sera au cœur du pacte de moralisation de la vie politique française. Le deuxième que j'ai tenu à cœur, c'est celui des notes de frais. Vous savez que les contribuables français, qu'ils soient particuliers ou entreprises, a besoin d'être motivés. Voilà. Parce que dans une relation humaine, quelle qu'elle soit, entreprise, État ou association, il y a trois mots-clés. Il y a d'abord la confiance. On fait confiance à quelqu'un, à une marque, à un produit, à un individu, à une entreprise, à une institution et autres. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Et quand la méfiance devient répétitive, on rentre souvent dans la défiance. Donc il me semble qu'au niveau de la population, des contribuables, les gens ont la défiance des hommes politiques. Donc les gens aimeraient voir, par exemple, moi je me réveille le matin, je veux voir qu'est-ce que le maire a dépensé de l'argent du contribuable de la ville. Comment le ministre, le président de la République consomme au quotidien les deniers publics. Donc ça, c'est très important, la note de frais. Il devait même avoir un site, comme on voit, impôtgouv.fr. Donc on peut créer un site comme ça, que chaque matin, c'est une obligation légale, ou au niveau local, régional, national, et au niveau des institutions, et aussi au niveau du pouvoir, président de la République, ministre, autres. Voilà. Donc ça, c'est très important. Parce que les gens ont besoin de traçabilité. La traçabilité n'est plus seulement au niveau alimentaire, ou des produits, des cycles de vie, énergie, matière, mais aussi au niveau politique. Il faut cette traçabilité pour que les gens sachent, voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que le ministre a consommé, parce que je vois qu'il est allé quelque part en France ou en Afrique ou ailleurs. Comment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dépensé. Donc les gens ont besoin de savoir. Cela, c'est pas déjà... Ceci est déjà une culture morale en Scandinavie, et notamment dans les pays nordiques, comme la Suède, la Norvège et autres. Et c'est dans ces pays que l'affaire publique au niveau financier est bien gérée aussi. Parce qu'on on ne se méfie plus de l'élu, on fait confiance. Parce qu'on sait déjà
ceux qui consomment, ceux qui utilisent. On va voir aussi les élus qui abusent. Donc on est au cœur, le but est de réduire au silence l'abus de pouvoir. Voilà. Donc il faut aller là. Bon, j'avais aussi ajouté sur ce conflit d'intérêts, sur la moralisation. Le troisième, c'est les mandats électoraux sans fin. Vous savez que les hommes politiques français ne sont jamais élus, mais simplement candidats. Leur mandat stipule comme quoi qu'il faudrait, on devrait, ça pourrait. Voilà. Ils nous diffusent des informations qu'on est obligé de souscrire. Bien sûr qu'ils sont entraînés à mentir. Donc le but est d'éviter que, écoutez, vous aurez quand même, être homme politique n'est pas un métier, c'est une fonction, c'est une vision, c'est un engagement. Donc vous engagez pour 2 ans. Donc si vous êtes maire, vous allez travailler, vous allez élu ou réélu, non, vous allez utiliser 2 ans. Vous n'allez plus se présenter dans le même mandat ailleurs quelque part, non. Si vous voulez vous représenter, vous pouvez représenter pour les députés. Si c'est 2 ans encore, c'est bon. Vous allez que pour un poste de ministre. Si vous étiez déjà ministre 2 fois, ça ne sert à rien. On ne voit plus à moins quelqu'un qui a été ministre 2 fois. Jamais. Ça, c'est très important. Et ainsi de suite. Parce que le but est de réduire au silence, bien sûr, ces mandats électoraux sans fin. Les gens qui prennent la politique comme un métier, deviennent des carriéristes. Nous, on veut les amateurs, parce que la différence entre un amateur politique et un homme politique est la suivante. L'amateur politique vient pour tenter quelque chose. Donc, il prend le pouvoir au professionnel, il le rend au peuple. Alors que le professionnel confisque le pouvoir au peuple et le garde pour lui. Donc, le but est de décliner ce système-là, c'est-à-dire le pouvoir revient au peuple. Les citoyens, les civils. Donc, je peux être président comme ça aussi. Je peux être ministre, je peux être ceci. Je vais tenter quelque chose. Si j'ai échoué, je vais faire autre chose. J'ai tenté quelque chose, j'ai échoué. Je vais faire autre chose, créer une fondation, une association, aller dans le mouvement, voilà, continuer mon combat politique, voilà, pour avancer le monde, la civilisation, la société, autre, la culture, autre, voilà. La science, les technologies, la vie politique, voilà, on peut avancer d'une manière ou d'une autre. Pourquoi s'accaparer, s'attacher comme des petits bras, mandat chaque fois, on devient des carriéristes. Nous devons décliner au silence des carriéristes. Bon. Avec ça, il fallait aussi parler des problématiques liées à ce qu'on appelle le vote blanc. Oui, il faudra mettre aussi le vote blanc à l'intérieur. Et bon, il y avait beaucoup de trucs comme ça que j'avais envoyé. Ils doivent être quelque part dans les articles sur Internet. J'avais envoyé ça beaucoup à M. Bayrou. Et voilà, que lui, s'il devient celui qui amène ce combat, je dis bravo, bravo. Bravo, il faut le faire. Bon, deuxièmement, je voulais aussi parler de la moralisation de la vie politique à l'échelle France-Afrique. Parce que quand on parle de France-Afrique, on parle toujours de la France. Bon. Quand on parle de la France-Afrique, c'est la France. C'est le précaré français. Bon, nous devons réformer les mentalités, les habitudes, les comportements et certaines valeurs qui sont antisociaux et criminogènes à cette échelle, France-Afrique et aussi de la France. Parce qu'il s'agit bien sûr de la réforme des mentalités, des habitudes et des comportements qui seront au cœur de ça. Parce que vous voyez déjà, nous le but est d'abord de moraliser cette vie politique, dans ce pacte-là, on fixe un objectif. Réduire au silence au moins 90% des dictateurs du continent noir à l'échelle France-Afrique. Je vous informe que l'Afrique francophone est l'espace qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs, je dis des dictateurs du continent noir, c'est-à-dire des dictateurs antisociaux et surtout criminogènes. Si vous avez 10 dictateurs en Afrique, 900 francophones, est-ce qu'il y a une anthropologie? Le fait d'être parlé français vous induit déjà d'être dictateur. Non, je ne pense pas. C'est une mentalité qui est construite ici. Donc le but est de réduire parce que c'est possible de prendre du temps, bien sûr. Le but est de réduire de plus de 90% ce volume-là des dictateurs parce que les impacts sont là au niveau de l'immigration, aussi des déclassements économiques, sociaux et autres de ces pays, mais aussi
la mauvaise image et la mauvaise réputation de la France à l'échelle de l'Afrique francophone. Parce que quand on parle de la France, les gens ont la méfiance et la défiance. Parce que ceux qui ont échoué ici, qu'ils soient ministres ou autres, avec ces histoires de conflits d'intérêts, le monsieur là-bas, on met quelqu'un pour durer, pour qu'il reste dictateur à vie. Mais quand, par exemple, le président Macron, aujourd'hui, il arrive, les gars, il envoie ses Sassou Nguesso, n'importe quel membre de la famille ou n'importe quoi pour aller prendre l'argent là-bas au Congo, Brazzaville. Mais Sassou Nguesso va plier. Parce que lui, là, il a pour durer. Et donc, c'est un jeu comme ça qu'on consiste à maintenir ces dictateurs en déclassant ces pays parce que ce n'est pas seulement qu'on place des amis pour aller faire l'économie, le marché restera tout le marché, mais bien sûr qu'il n'y a pas de règles là-bas. Mais aussi, il faut savoir aussi qu'il y a les comptes publics de ces pays qui sont complètement, totalement privatisés au service des tyrans, de ces dignitaires, de ces vautours. Et sur invitation bien sûr du dictateur, parce que lui dit aide-moi le CTDR. Donc Sassou Nguesso, avec tout ce qui s'est passé de Chirac, Sarkozy, Hollande, ou peut-être aujourd'hui Macron, aide-moi le CTDR, tu vas rester au pouvoir, mais détruis ton peuple, tue, et fais ça, et ça. Dans les problématiques politiques et morales. Donc nous, le but à cet objectif de la moralisation de la vie politique à l'échelle française, en tenant compte de la France-Afrique, le but est de réduire au silence le volume de ces dictateurs. Pour que les Africains ne se contentent plus de mourir à cause de ces gens qu'on leur a donné les moyens, parce que le dictateur de mon pays, par exemple, il a les moyens de la 5e puissance mondiale, les moyens de la France en renseignement, les moyens de la France au niveau de la militaire, au niveau de la protection, au niveau aussi de la diplomatie internationale, le fameux droit de veto. Il empêche d'avoir, parce qu'il est en train de tuer les gens là-bas. Mais on ne peut pas faire des résolutions aux Nations Unies parce que on proteste, aide-moi, etc. Donc ils ne sont pas là pour servir le peuple, ils sont pour leur carrière politique et tuer ces gens-là qui restent là à mourir. Et cela ne va plus durer. L'enjeu est d'apporter la démocratie dans cet écosystème et créer un dynamisme économique et laisser la politique faire ses affaires politiques et laisser l'économie faire l'économie, le marché à cette échelle-là. Bien sûr que le bassin du Congo, par exemple, est le plus riche du continent noir. Et cela aussi regroupe 100% des dictateurs de la France-Afrique. Donc il y a un problème. Comment ça veut dire que le bassin qui est le plus riche potentiellement et riche en idées, en culture et autres, est aussi aujourd'hui déclassé? Parce qu'il y a toujours ces vautours. C'est nous et ces vautours français qui sont là, ils viennent là-bas pour dire non, on crée des réseaux pour vous maintenir au pouvoir, pour que vous restez là et continuer à déclasser. Imaginez-vous combien d'Emmanuel Macron il y aura eu. Moi aussi, je serais un Emmanuel Macron dans les années 97, 80. Voilà, je serais déjà un Emmanuel Macron 97, 98, à 2000, même avant. Donc arrêtez. Donc il y en a plein. Donc pourquoi ici on rêve au cœur des lits et là-bas les gens ne peuvent pas rêver? On préfère parler d'aide, de coopération, de développement. Non, on veut parler de partenariat. Laissons les marchés agir. Je suis l'homme du marché. La liberté, pour moi, j'ai des principes. Moi, mon premier principe, c'est l'ordre. J'aime l'ordre. Le deuxième, c'est la liberté. Le troisième, c'est l'individu. Et quatrième, j'aime tout ce qui est innovation. Ceux qui utilisent l'innovation. L'esprit de la création, de la créativité. Et ça, si nous pouvons l'apporter à cette échelle, France-Afrique, la France aura un dynamisme économique parce que tous les dynamismes économiques en Afrique est que du côté anglophone. Plus de démocratie, plus de dynamisme économique, les libertés autres, pas de bureaucratie. Et là-bas, voilà. Et pourtant, en tenant compte de l'anthropologie africaine, bien sûr, mais les 5 premières puissances, ou premiers pays les plus avancés d'Afrique, hein, c'est tous des pays anglophones. Même 10, il n'y a que des pays anglophones. Mais qu'est-ce qui les différencie? Donc il y a un problème là, et toute cette moralisation de la vie politique française. Donc nous devons éviter à cette échelle le déclassement parce que le monde a changé. Il va changer tout au long du XXIe siècle. Donc tous ceux qui font là-bas comme ceux qui ont échoué ici,
qui ont été maires, députés, autres, qui peut-être d'autres avec la limitation des mandats. D'autres vont se retrouver dans un angle mort. Oui, ils vont se retrouver dans un angle mort. Mais quand on les cherche, on les retrouve quelque part où? En Afrique. Non. Et pourquoi ils vont là-bas? Pourquoi ils ne vont pas en Asie? Pourquoi ils ne vont pas en Amérique et autres? Mais pourquoi ils vont qu'en Afrique? Parce qu'ils savent qu'ils ont placé des gens là-bas. Aide-moi, le CET aidera. Et on s'en fout du peuple. Le problème, c'est que les peuples là-bas se battent avec les moyens qui disposent de puissance économique. Une puissance comme la France, non. L'Angleterre s'est affranchie de ses ex-colonies depuis la décolonisation. Et bien sûr, l'Angleterre est toujours là en périphérie, il fait des affaires. Il contrôle avec le Commonwealth et tout ça là, mais c'est bien. La France avec la francophonie. Mais pourquoi s'accaparer ces pays-là devenus comme des sous-préfets, toujours des colonies? Non, arrêtez. On ne va plus avoir ça. Moraliser la vie politique française, d'abord, commencer d'abord, comme je l'avais dit, pour traiter le problème des conflits d'intérêts, traiter les problématiques des non-défaillants, traiter les problématiques des mandats électoraux sans fin. On pourra ajouter d'autres si vous voulez, parce qu'ils sont là, ils connaissent. Et aussi, pour à l'échelle française, à l'échelle France-Afrique, c'est réduire le volume important des dictateurs. On les réduisant au silence, en propageant la liberté et en contrôlant ces États dans le sens de la démocratie et aussi de l'économie. L'économie, oui, l'économie sont tout fermés ici. Tous ceux qui sont formés ici. S'il y avait ces renouvellements politiques permanents, nous aussi, on aurait passé des années en France. Certains vont amener leurs enfants, leurs copains de classe. C'est pas dire les copains d'abord, non. C'est bon, on a mis les copains parce qu'on était ensemble, on a lutté ensemble ici en France. Et ils sont français, ils sont de toutes les couches sociales de la France. Et chacun va amener ses copains, parfois travailler, ils ont des gens intelligents. Parce que si vous amenez des gens intelligents, on veut former une équipe. Parce que moi j'ai l'esprit comme l'esprit d'entreprise. Parce qu'en entreprise, on regroupe toujours les meilleurs talents. C'est pourquoi l'entreprise, ça marche toujours. Mais en politique, on me semble qu'on est là pour diviser. Donc on peut faire des passe-droits. Il faut arrêter ce système de passe-droit. Voilà, des retraites dorées. Voilà. De retraites dorées. Voilà, donc il faut arrêter tout ça. Je pense que vous l'avez compris. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Et à très bientôt.